Alors, on va démarrer. Bonjour à tous. Donc, je suis Florian Mathès, responsable produit ServiceNav. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau webinaire où on va parler des nouveautés des versions 4.12, 4.13 et 4.14. Pas mal de choses à dire, donc c'était l'occasion de se retrouver pour échanger autour de ça. Donc, comme d'habitude, format un petit peu plus dense cette fois, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. C'est pour ça que j'ai pris un créneau un petit peu plus large. Présentation donc des différents éléments et un moment à la fin, toujours pareil, hein, pour des échanges écrits ou via le micro. Et si vous avez des soucis audio ou vous ne m'entendez pas très bien, n'hésitez pas à me signaler dans le chat. On va commencer par la première évolution qui va concerner le DataVis. C'est la fonctionnalité de Drill Down. Vous connaissez pour la plupart, voire tous, je pense, le widget map qui est présent dans ServiceNav depuis un certain temps maintenant. On a rajouté une évolution sur ce widget qui permet de naviguer entre plusieurs maps qu'on aurait définies au préalable. Le cas d'usage, c'est quoi? C'est d'avoir une représentation très macro d'un périmètre potentiellement assez complexe à superviser. Ça peut être une carte avec différents sites représentés qui va un petit peu venir compléter le widget carte géographique plus souple. Ça peut être un plan de bâtiment, comme on l'a fait ici avec un data center, ou une représentation totalement abstraite basée sur des schémas que vous pouvez avoir en interne et qui correspondent à votre organisation. L'intérêt ici, c'est quoi? C'est de pouvoir définir ces différents niveaux de zoom qui nous semblent pertinents et à chacun de ces niveaux, rattacher un lien vers un niveau supérieur ou inférieur. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir naviguer, d'avoir un fil d'Ariane, de pouvoir remonter à tout moment sur le niveau global et donc de faire du diag et de l'analyse de root cause dans le cas de problèmes assez complexes qui affectent tout un data center. On va pouvoir les zoomer par exemple sur une baie qui a un indicateur en orange et sur cette baie, on va avoir les différents éléments la constituant et pouvoir encore zoomer dans un des éléments pour arriver à l'élément lui-même et éventuellement rentrer au sein de cet élément si on a les points de contrôle adaptés et se rendre compte par exemple que c'est les interfaces réseau qui saturent. Donc c'est une autre façon d'aller faire du diagnostic et de l'analyse de root cause. Ça peut être vu comme un complément qui demande un peu plus de conf, mais qui est beaucoup plus visuel, un complément de graphe de dépendance qu'on utilise avec la météo de service. Donc un petit exemple sur le DataVis. Donc concrètement ici, un data center, je vais pouvoir rentrer à chaque fois en cliquant sur un niveau inférieur. Et dans ce niveau inférieur, je vais avoir la possibilité toujours d'avoir mon fil d'Ariane pour remonter au niveau qui m'intéresse sans avoir de rechargement de page ou d'opérations lourdes à faire. Donc, ça fonctionne en plein écran et directement dans le DataVis. C'est quelque chose qui a été plutôt bien accueilli, puisqu'il y a pas mal de cas d'usage, en fait. C'était demandé depuis un certain temps. Beaucoup de cas d'usage associés à ça, souvent beaucoup de maps déjà déclarées. Donc, le travail est finalement assez rapide puisqu'il suffit de les relier entre elles. Et ça fait gagner surtout beaucoup de temps à l'affichage, puisqu'avant, on pouvait avoir des cas où on avait un DataVis avec 5 ou 6 maps côte à côte qui représentaient les différents niveaux de zoom. Là, on s'en retrouve qu'avec une, donc on synthétise, on rationalise énormément la partie map sur les datavis. Deuxième sujet, import. Donc plusieurs évolutions sur l'import qui sont arrivées au fil de ces versions depuis la 4.12. Donc le premier point, c'est le rollback, la possibilité de faire une annulation lors d'un import, donc lors de la création d'éléments. Le rollback ne fonctionne que sur la création, pas sur la mise à jour. La possibilité d'annuler les lignes insérées si on se rend compte, par exemple, qu'on a fait un import non qualitatif, qu'on s'est trompé dans un copier-coller, que le fichier n'était pas complet ou qu'on veut simplement annuler ce qu'on a fait pour retravailler totalement le périmètre. Donc, possibilité de faire un rollback avec un bouton qui s'appelle supprimer les éléments insérés, qui va réaliser la suppression et nous indiquer ensuite dans l'historique des imports que cette suppression a été faite à telle date et qui va ajouter au rapport d'import qu'on peut télécharger les lignes qui ont été annulées. De cette manière-là, on a de la traçabilité, on sait exactement ce qui a été fait, ce qui a été annulé. Donc, je rappelle, l'import, on est vraiment sur une fonctionnalité, et je sais qu'actuellement, il y a quand même un très, très, très gros usage, majoritairement du recensement, pour tout ce qui est de la configuration. Plusieurs raisons à cela. Déjà, c'est historique. Ensuite, ça va permettre de faire de la découverte sans avoir un référentiel. L'import va être très puissant dans deux cas. Le premier, c'est pour intégrer du parc, sur lequel vous avez déjà un référentiel, donc un fichier Excel ou un export d'une CMDB ou d'un autre outil de supervision.
Et il va être également très puissant pour faire de la mise à jour de masse, que le recensement ne permettra pas, c'est pas son rôle. Vous allez vouloir mettre à jour en masse des politiques de notification, des politiques de contrôle, des contacts, des plages horaires ou autres, ou même tout simplement des modèles ou des valeurs pour les arguments, des seuils, et ben vous allez pouvoir le faire avec cette fonctionnalité d'import mise à jour. Autre nouveauté, pas des moindres, la fonctionnalité justement d'export et d'import, que ce soit pour les équipements ou pour les services, intègre maintenant l'intégralité des champs disponibles sur les fiches de configuration des équipements et des services. Je pense notamment aux champs liés aux notifications, aux politiques d'escalade associées aux notifications, aux modèles d'action, tous les champs qu'on n'avait pour l'instant pas possibilité de gérer en masse. Ils ont été intégrés au niveau de l'export et de l'import, donc on peut totalement piloter la création et la mise à jour de ces entités via des fichiers plats. Et le troisième point, c'était un gros levier aussi de bascule pour les personnes côté MSP qui avaient participé au club utilisateur en février. C'était un gros levier de bascule du recensement vers l'import comme outil de peuplement. C'est la possibilité de créer, comme on peut déjà le faire dans l'interface, les services unitaires. Lorsqu'on crée un équipement et qu'on lui affecte un ou plusieurs modèles d'équipement, et ben de créer automatiquement les services unitaires associés. Pour l'instant, ce n'était pas permis au niveau de la fonctionnalité d'import lors de la création ou de la mise à jour. Maintenant, c'est permis. On a l'option, lorsqu'on importe un équipement, une case à cocher, gérer les services associés au modèle d'équipement. Et en la cochant, on a la possibilité d'avoir directement accès, enfin, d'avoir directement la création des services unitaires associés. Autre fonctionnalité, double authentification. Donc là, on touche plus à la sécurité, à la simplicité aussi enfin la simplicité, à la sérénité, plus que la simplicité, la sérénité pour l'utilisateur qui utilise du 2FA maintenant sur beaucoup d'applications, hein, c'est quelque chose qui se répand. C'était une forte demande des clients qui étaient assez matures sur la partie sécurité, quelque chose sur lequel on avait déjà communiqué depuis un certain temps. L'objectif, il est de sécuriser bien sûr les accès des utilisateurs, c'est quelque chose que vous connaissez, hein, on n'a pas réinventé la roue là-dessus, c'est un fonctionnement qui est standard, qui est connu, qui fonctionne et qui est compatible avec toute application ou extension TOTP. Donc on est sur des standards, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser un Microsoft Authenticator ou un Google Authenticator. Vous pouvez utiliser toute application mobile qui gère le TOTP, qui est basée là-dessus, donc la quasi-totalité, ou si vous n'avez pas de smartphone ou que vous ne souhaitez pas passer par un smartphone pour vous authentifier, vous pouvez aussi utiliser, c'est ce que je fais à titre personnel sur les instances ServiceNav, utiliser une extension dans un navigateur, Chrome ou Firefox par exemple, qui ont des extensions TOTP qui permettent de gérer des tokens de FA. Et ça marche très bien. L'avantage, c'est qu'on fait copier-coller direct en un clic, pas ressaisir le code, et pas à sortir son portable. Petit exemple de fonctionnement, donc j'ai fait un petit exemple en vidéo. Donc ça se paramètre au niveau de la fiche utilisateur, directement dans les préférences utilisateurs. Pour l'instant, chaque utilisateur a l'initiative d'activer ou non le 2FA. On est en train de travailler sur une logique de politique d'entreprise. Donc la possibilité pour un administrateur de la supervision d'activer, en tout cas de forcer l'activation du 2FA pour tout utilisateur existant ou nouveau et de ne pas permettre la désactivation. Donc là, on est plus dans la politique globale. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Pour l'instant, ce n'est pas encore en place. Là, on est sur de l'activation volontaire et utilisateur par utilisateur, ce qui permet d'apprivoiser un petit peu le fonctionnement et de ne pas rester bloqué. Donc, on l'active au niveau de la fiche des préférences. Ensuite, c'est relativement simple, hein. Il y a un pas à pas qui est très très simple, qui va nous proposer de télécharger une application. On peut, effectivement, ça pourrait faire partie aussi du pas à pas, on peut installer une extension, c'est pas indiqué ici, de scanner le QR code ou de saisir son code et de saisir le premier code généré par l'application qui va nous permettre de créer le lien entre les deux. Ensuite, on a une dizaine de codes à usage unique qui sont fournis. Ces codes-là, comme leur nom l'indique très bien, vont être utilisables qu'une seule fois et pourront être utilisés en cas, par exemple, de perte du smartphone ou de l'impossibilité, par exemple, plus de batterie, impossibilité de générer un code. Et ben, on peut saisir un de ces codes au moment de l'authentification pour ne pas être bloqué. Donc, c'est souhaitable de les conserver. Dans le cas où on serait bloqué, qu'on n'a pas les codes à usage unique et qu'on n'a plus de smartphone, l'administrateur a toujours possibilité d'aller sur votre compte utilisateur et de désactiver le 2FA pour vous permettre de vous connecter et de le réactiver si nécessaire. On va confirmer ici l'activation. Voilà. Et comment ça se comporte ensuite?
Voilà, ici je reviens, c'était un petit peu rapide. Donc là, exemple de l'extension, par exemple, typiquement, ici on est sur l'extension navigateur qui va nous permettre de générer des codes associés à la plateforme sur laquelle on se connecte. On va pouvoir directement saisir notre code ici et se connecter. Donc ça intervient après la saisie du login et du pass, fonctionnement classique de FA, et on arrive ensuite dans ServiceNow. Autre fonctionnalité, cette fois sur l'exploitation technique. Donc on va parler ici de recherche stricte. C'est arrivé avec la version 4.14. Qu'est-ce qu'on entend par recherche stricte? Ici, il est question d'offrir plus de possibilités et plus de précision dans un champ de recherche qui est extrêmement utilisé dans l'exploitation technique, qui est le champ qui s'appelle recherche, puisqu'il prend en compte plusieurs critères, notamment le nom et l'adresse IP, et sur lequel on avait parfois des difficultés à rechercher une IP précise. Le cas d'usage, il est très simple. Je veux mon 192.168.0.1. En saisissant ça dans ma barre de recherche, je n'avais pas uniquement cette IP-là, j'avais les 0.1, 0.10, 0.100, 0.110, j'avais toute la gamme, puisque la recherche effectuait une recherche approchante. Ce qui a beaucoup d'avantages dans d'autres cas. Si je tape un bout du nom, par exemple, j'ai pas besoin de me rappeler du nom complet de l'élément, que ce soit l'équipement ou du service, et il me le sort quand même. Donc il y a des intérêts à ça, ce n'est pas un bug. Mais on peut avoir, dans certains cas, besoin d'effectuer une recherche plus stricte, d'avoir accès rapidement à une IP seule, sans avoir ces approchants. Donc pour ce besoin-là, on a mis en place une option qu'on peut cocher, qui s'appelle strict, qu'on retrouve à côté du champ, dont l'activation ou non est mémorisée pour chaque utilisateur. Donc ça sera conservé même si vous déconnectez ou vous changez de page. Et cette option-là a pour effet d'activer la recherche stricte. Donc, la possibilité en tapant 0.1 d'avoir uniquement le 0.1. On va dire l'inconvénient, c'est qu'il faut être précis, sinon ça vous sortira rien du tout. C'est pour ça que cette option n'est pas activée par défaut. Sinon, il y en aurait eu beaucoup de supports et beaucoup de questions. Et l'avantage, c'est que du coup, elle permet d'être stricte, donc d'être précis. Très adapté sur la recherche par IP, ou si on a vraiment du nommage, très approchant, si tout a presque le même nom avec juste un chiffre qui change à la fin, au moins on peut saisir un bout du nom et mettre le chiffre à la fin, et là on aura directement l'élément recherché. Le fait d'activer la recherche stricte permet d'utiliser un wildcard, donc ce qu'on appelle un métacaractère en français, c'est le %, et ça nous permet d'avoir des recherches vraiment précises si on veut, par exemple, tout ce qui contient, tout ce qui commence par et qui termine par an, par exemple pour trouver équipement, on va pouvoir mettre un pourcentage. On va pouvoir le mettre également au début ou à la fin. Donc on va pouvoir retrouver ce fonctionnement approchant, même en étant en recherche stricte. Donc c'est beaucoup plus souple que ce qu'on avait avant. Et chaque utilisateur, parce que il n'y a pas de bonne pratique, c'est vraiment les préférences de chacun, les façons de travailler, les habitudes aussi sur les autres outils, la manière dont est codifié votre parc également aussi. Et tout ça va pouvoir être beaucoup plus adapté à vos souhaits, à votre manière de travailler. On laisse bien sûr la possibilité d'utiliser l'un ou l'autre, et il n'est pas prévu d'avoir uniquement du strict à terme. Ça restera vraiment une option. Autre sujet, pas des moindres, on est en plein dans notre stratégie IOPS, dans la volonté pour le produit de travailler de plus en plus sur la donnée existante pour proposer à l'utilisateur, l'aider dans sa configuration, fonctionnalité de recommandation de seuil sur laquelle j'ai pas mal communiqué sur les présentations roadmap, fonctionnalité qui pour l'instant n'est présente que sur les plateformes SaaS puisque liée à l'activation du flux Big Data qui va être fait progressivement sur les plateformes dédiées. Donc l'objectif ici, c'est quoi? On est ici sur l'optimisation de la configuration du parc. On est sur une analyse, très concrètement, une analyse de la donnée existante, donc sur 3 derniers mois de données journalières, sur lesquelles on va analyser le comportement et on va proposer un ajustement des seuils pour chaque métrique, de manière à éviter d'avoir des faux positifs, donc des alertes qui se déclenchent pour rien du tout. On estime en moyenne sur les usages du marché qu'on est entre 30 et 40% de faux positifs sur les alertes. C'est un petit peu l'état de l'art, on va dire malheureusement, parce que ça coûte de l'argent, du temps, de ce qui est actuellement dans les outils de supervision. Donc c'est un gros enjeu pour tout outil de supervision maintenant et à l'avenir de les réduire, parce qu'on va sur des volumes de parc de plus en plus importants. Donc d'avoir des alertes les plus pertinentes possibles et une configuration la plus adaptée. Donc cet outil-là, il aide de manière unitaire pour l'instant. On est en train de travailler pour avoir une approche en masse via des widgets, notamment. J'en ai parlé dans la présentation roadmap, c'est un des axes de travail de cette année.
il propose de l'optimisation de configuration en disant je vous propose de baisser ces seuils-là ou de les augmenter avec une représentation graphique sur le graphe de données brutes en disant voilà, on considère qu'il y a beaucoup de faux positifs, on vous propose d'augmenter un petit peu vos seuils, ou à l'inverse, vos seuils sont beaucoup trop hauts, donc on vous propose de les baisser pour éviter les faux négatifs. Parce que si on met des seuils très hauts, forcément on n'aura pas d'alerte, mais on n'aura pas non plus les vraies alertes. Donc ça pose autant, si ce n'est plus, de problèmes. Donc là, on est vraiment basé sur l'historique. L'objectif, c'est de faire gagner du temps et d'éviter les méthodes empiriques où on va se dire, j'observe ce qui s'est passé quand j'y pense ou quand je me rends compte que j'ai trop d'alertes. J'observe ce qui s'est passé sur les X derniers mois, X dernières semaines. Et je me dis, bon, ça serait peut-être bien de monter un peu. Et là, on est dans une démarche manuelle qui prend du temps et qui est sujette à la rigueur et à la capacité d'analyse de la personne qui va traiter le sujet. Alors que là, on propose une approche beaucoup plus systématique où il suffit d'aller dans l'onglet et de dire qu'est-ce qui m'est recommandé et de choisir ou non de suivre ces recommandations. Donc concrètement, dans l'application, on a un onglet recommandations sur les fiches détail des services, sur laquelle on va pouvoir retrouver pour chaque métrique des recommandations, le graphe de données brutes qui va nous proposer un affichage de ces seuils recommandés et la possibilité d'avoir un lien directement dans la fiche de configuration pour appliquer la configuration recommandée. Donc vraiment, première pierre à l'édifice de ce discours IOPS, on attend aussi, enfin vous attendez aussi, je le sais, qui est en train d'être finalisée la partie prédictive, la fonctionnalité de prévision à 15 heures, qui va venir elle aussi s'intégrer pleinement dans notre stratégie d'IOPS, et dont j'aurai le plaisir de vous parler très prochainement aussi, probablement dans le prochain webinaire. Autre sujet, le rapport de disponibilité, nouveau format. Donc rapport de disponibilité, on est sur un rapport qui est assez utilisé et qui, pareil, on en avait pas mal parlé lors du club utilisateur, qui est beaucoup utilisé à destination de clients, donc dans un contexte MSP, ou d'utilisateurs finaux, ou en tout cas de direction métier, dans un contexte client final. Donc on est ici sur un rapport de justification, ou en tout cas de suivi de la qualité de service, des SLA, de la disponibilité finalement des briques métiers. L'objectif ici, donc, c'est d'avoir un rapport qui soit lu, analysé, discuté, communiqué auprès d'utilisateurs qui ne sont pas forcément techniques, qui ne sont pas forcément rompus à l'usage de la supervision. Et le but du rapport, c'est de valoriser la supervision et les équipes qui l'exploitent. Donc, on avait vraiment besoin, d'une part sur la forme, d'actualiser le design, d'avoir quelque chose de plus lisible, de plus moderne, de plus sympa. Et sur le fond, d'avoir également des informations qui pouvaient manquer, notamment sur les maintenances, sur la durée moyenne d'indisponibilité, ce genre de choses, de manière à ce que ce rapport soit plaisant à lire et qu'il soit de ce fait utilisé, apprécié, et donc qui valorise au mieux les équipes. Donc il a été entièrement revu en version 4.14, avec un rapport qui est beaucoup plus lisible, avec toujours notre flop des services utilisateurs qu'on va retrouver sous forme de jauge, avec la liste des autres services lorsqu'ils sont présents. Et ensuite, pour chaque service utilisateur et chaque équipement du filtre, on va retrouver 4 blocs. Un bloc de disponibilité qui va nous présenter le taux de dispo versus l'objectif avec la tendance. Les commentaires aussi qui n'étaient pas présents avant, qui vont nous aider et surtout aider le destinateur qui n'a pas forcément la grille de lecture à comprendre ce qu'il est en train de lire, à comprendre comment analyser les informations présentées. On va également avoir l'historique des 6 derniers mois sur la partie disponibilité. On va avoir le taux de dispo et l'objectif et une représentation plus graphique en bâton de cette dispo sur les 6 derniers mois. Pour l'indisponibilité, on va avoir la durée totale d'indisponibilité de manière très précise, on va jusqu'à la seconde, puisqu'on est directement lié ici aussi sur des objectifs de SLA. Donc on a besoin de précision là-dessus. Également l'historique sur les 6 derniers mois. On va avoir également un bloc sur la performance. On va ici afficher la durée dans chaque statut. Donc ici, sur des services utilisateurs, on est sur les statuts météo, avec la répartition en pourcentage du temps passé dans chaque statut. Et des informations sur les maintenances quand il y en a. Là, pour l'exemple, il n'y en avait pas. Donc le nombre de maintenances sur la période, la durée totale et la durée moyenne de ces maintenances. Ici, on est sur l'évaluation de la charge du maintien en condition opérationnelle, puisqu'on peut avoir c'est un indicateur intéressant, puisqu'on peut avoir une disponibilité très bonne, très peu d'indisponibilité, une performance au top, mais pour autant avoir une durée de maintenance un tiers du temps. En gros, ces équipements-là sont en maintenance.
maintenance préventive, il continue à fonctionner, mais ça nécessite quand même d'avoir, on va dire, peut-être 10 jours par mois ou 8 jours par mois, un technicien qui va intervenir sur l'élément pour qu'il reste up. Donc ça pose d'autres questions en termes de rentabilité, même si sur le papier, la dispo est top, la performance aussi. Pour autant, ça doit coûter quand même relativement cher. Donc il y a des questions à se poser sur, par exemple, la fiabilité du matériel associé. Donc c'est un indicateur qui semblait intéressant, qu'on a souhaité intégrer. Et on va retrouver peu ou prou la même chose quand on va s'intéresser plus aux équipements, pour le coup, et pas aux services utilisateurs, à la seule différence qu'au niveau des statuts, on va avoir de ce fait les pastilles que vous connaissez, hein, qui sont dans la solution, plutôt que des statuts météo. Quelques éléments maintenant sur les modèles de service. Donc, 2 modèles de service que je souhaitais mettre en avant puisqu'ils sont très intéressants en termes de cas d'usage, qui sont les Global API Value et Status, qui vont permettre, c'est des plugins génériques, hein, vraiment, qui vont permettre de façon générique tout API, de superviser tout API, d'interroger tout API au format REST. Donc ici, on pense par exemple à des applications sur lesquelles on n'aurait pas de point de contrôle spécifique, que vous souhaiteriez mettre en supervision et qui exposeraient des API REST. Et ben, on pourrait passer par ces API-là pour aller récupérer par exemple de la métrique, soit de la métrique, donc de la donnée numérique, soit des retours texte issus de l'application sans avoir à aller interroger en base, quand c'est possible, déjà ça l'est pas toujours, l'application, ou sans avoir à développer, donc à passer par nous et avoir de ce fait nécessairement un délai pour développer des plugins spécifiques pour cette application-là qui iraient interroger les API. Là, vous êtes beaucoup plus autonome. Si vous avez les signatures web service, vous prenez l'aspect de l'API, vous la renseignez au niveau du point de contrôle et il va aller interroger. Et sur les questions de l'authentification, il va être possible, quand l'API nécessite une authentification via un autre endpoint, de spécifier également dans l'appel au contrôle directement le endpoint qui va permettre l'authentification. Donc, on va vraiment pouvoir faire un rebond, récupérer un token et le passer ensuite dans l'appel principal, quand c'est nécessaire. Au-delà de ça, ça permet également de gérer des listes blanches, des listes noires. Donc, on va être vraiment sur des plugins qui vont apporter, parce que c'est déjà le cas, on l'a fait, il y avait beaucoup de demandes là-dessus, on a déjà mis en production chez des clients, sur des plugins qui vont apporter beaucoup de richesse sur la supervision particulièrement applicative, mais potentiellement également sur de l'infra, sur des éléments sur lesquels on ne souhaite pas faire de SNMP ou qu'il n'y en a pas du tout, qui exposeraient des API et sur lesquels on souhaiterait remonter des métriques vraiment spécifiques, pour lesquelles les API seraient la seule manière de les exposer. Beaucoup de cas d'usage autour de ces deux modèles de service. Un extrait rapide aussi, hein, j'ai volontairement pas détaillé l'intégralité des mises à jour du catalogue, vous les avez dans la release note. Il y a un certain nombre de modèles de services, hein, qui ont été rajoutés, quelques zooms sur les différentes technos concernées. On a rajouté 3 modèles de services sur du Docker, on a rajouté du Red Hat, un très gros lot sur du Palo Alto sur la 4.14, enrichissement au niveau d'Azure, Pulse Secure, très gros lot également sur du Checkpoint 4.14. Donc voilà, comme d'habitude, et puis il y a toujours cette volonté d'enrichir en permanence le catalogue, qui est quand même, bien qu'on développe des usages beaucoup plus haut niveau sur la supervision, puisque c'est nécessaire, il y a toujours ce besoin, et il y aura toujours, avant tout, d'avoir de la collecte. Si on n'est pas capable d'avoir la collecte sur les technos qui vous concernent, rien ne sert de développer des usages poussés par-dessus, on n'aura pas la donnée. Donc toujours cette volonté de continuer à enrichir le catalogue et de proposer également du générique pour que vous puissiez traiter tous les cas particuliers, les applicatifs métiers sur mesure ou qu'on n'aurait pas encore au catalogue, qu'on ait des réponses à vous apporter qui soient différentes de on va faire un développement et il y en a pour tant de temps. Et des fois ce sera nécessaire, mais il y a plein de fois, le générique pourra, à un niveau de qualité égal, répondre exactement à votre besoin. Merci pour votre écoute. J'ai volontairement pris un petit peu plus de temps, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Donc il est presque 11h30, on peut se donner un bon quart d'heure pour les questions de chacun.